L'invention, on en parle dans ce texte-ci depuis déjà quelques temps, quelques minutes si vous le suivez, mais c'est tout un parcours, celui de l'inventeur. Comment partir de l'idée et de l'amener à sa protection et son développement? C'est là qu'interviennent des gens dont c'est le métier. Mon invité aujourd'hui, Daniel Paquette. Monsieur Paquette est inventeur et il est le président de Inventarium. Daniel Paquette, si vous voulez voir des choses qu'il a produites, entre autres, vous voyez des gens qui vont courir, ces petites gourdes en forme d'haltère, c'est lui qui l'a inventé. Ou encore, quand vous regardez vos autobus scolaires, vous avez cette barre qui se déplace devant l'autobus pour empêcher le chauffeur de ne pas voir les enfants et faire que les enfants contournent un peu plus loin le bus pour ne pas se faire frapper. C'est lui qui l'a inventé. Bonjour, M. Paquette. Bonjour, M. Norto. Bravo. C'est ces idées-là au départ. Entre l'idée et le fait que vous avez pu les réaliser, ça a pris du temps quand même. Mais vous étiez dans un parcours d'inventeur, toujours à vous poser la question comment faire, mais est-ce que ça a été un parcours de combattant? Ça dépend de l'invention. Il y a certaines de mes inventions qui ont été un parcours de combattant. Pas tellement au niveau de la création de l'idée, la protection, tout ça, ça a bien été. Mais convaincre les gens d'utiliser le produit, ça, c'est une autre histoire. Particulièrement dans le cas des autobus scolaires, par exemple. C'était vraiment, on peut appeler ça une bataille, là, de 2 ans et demi à 3 ans avant de convaincre les gouvernements de au moins permettre l'installation sur les autobus scolaires. Alors que plusieurs personnes, particulièrement dans le domaine des conducteurs d'autobus scolaires, qui considéraient mon invention quelque chose de très simple, qui pouvait facilement être installé et utilisé et qui rendrait le service pour lequel je l'avais inventé. Et malgré tout ça, c'était très difficile. Vous vous souvenez sans doute du coroner Boulian. Oui, qui disait, lui, il fallait des nez plats là, seulement. Oui, effectivement. Lui, sur les bus. Exactement. Lui se défendait sa cause, évidemment, et il ne voulait rien savoir de mon bras d'éloignement. Donc, lui, il considérait qu'il fallait que tous les autobus soient changés pour des autobus à nez plat. Par contre, les chauffeurs d'autobus disaient, même avec les autobus à nez plat, on ne voit pas les enfants passer parce que les enfants sont tout petits. On ne les voit pas passer. Il faut les éloigner. C'est ça. Et comme vous le savez, un petit peu plus tard, il y a eu le fameux scandale avec le colonel Boulian qui achetait des autobus usagés et puis qui les vendait à Cuba. Fait que finalement, on s'est dit, bien, est-ce que c'est ça qui a bloqué pendant ces années-là? Mais je pense que ma plus belle réussite, c'est pas tellement le bras comme tel, c'est du fait que ça s'est beaucoup parlé à ce moment-là. J'ai été vraiment le premier à sonner l'alarme, si on veut, sachant que 22 enfants étaient décédés en dedans de 5 ans, de 1986 à aller jusqu'à 1985 et 1989. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir parlé de ce problème-là qui a apporté des changements. Et oui. Oui, M. Paquette, est-ce que ça prend un esprit particulier pour être inventeur? Est-ce qu'il faut se dire, pourquoi? Non, on peut faire mieux. Est-ce qu'il y a un gène? Est-ce qu'il y a une chip particulière de l'inventeur? Okay. En fait, il y en a probablement un, mais on ne le sait pas au départ. On l'apprend après, parce que dans mon livre, j'ai une section qui est intitulée « Inventeur un jour, inventeur toujours ». En fait, avant d'inventer d'avoir ma première idée d'invention, je ne savais même pas que je pouvais inventer quelque chose. Mais à partir du moment où j'en ai inventé une, c'est devenu comme seconde nature. Donc, j'avais toujours l'impression de chercher la solution à des problèmes qui se présentaient. Lire le journal, par exemple, on voit, dans le cas des autobus scolaires, par exemple, voir que des enfants se font fermer. C'est pas la première fois que ça arrive. Il doit y avoir une façon d'éviter ça. 22 enfants qui sont morts. Et donc, les idées viennent après. Mais comme on commence... D'ailleurs, je dis toujours aux inventeurs quand ils m'appellent, je sais que tu n'as pas seulement qu'une idée en tête, là. T'en as fini une, t'en as déjà une deuxième qui commence en tête, ou que tu as dans l'idée de développer. Et ça, c'est un bon et un mauvais côté en même temps. Je compare ça un peu à des artistes. Un artiste, on va rentrer dans son atelier, il est en train de peindre une toile, et il a les yeux grands comme ça, parce qu'il est en train de faire quelque chose qui le passionne, au dernier degré. Et si vous allez le revoir dans 2 mois dans le même atelier, il est en train de peindre une autre toile. Demandez-lui où est la toile que vous avez vue il y a 2 mois.
Et je ne suis pas sûr qu'il va se souvenir à quel endroit il l'a serré. Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est un piège pour les inventeurs également, parce que quand ils développent une deuxième idée, ils sont portés à délaisser la première. Ils ont comme perdu leur excusez l'expression anglaise, de trip, là, mais de développer l'invention. Et c'est vraiment ça, leur passion, c'est de la développer et non pas nécessairement de la commercialiser. La commercialiser, c'est un peu la récompense, si on veut, en bout de ligne. Mais c'est un travail incroyable aussi de commercialiser l'œuvre. C'est un travail majeur de faire reconnaître l'idée comme étant ancienne et entre quitter sa table à dessin, sa toile, son ordinateur et arriver à faire dire quelque part sur la planète et sur l'ensemble de la planète, cette idée-là, elle m'appartient, c'est là que vous intervenez avec votre entreprise. Oui, exactement. Bien, Inventarium, on prend l'inventeur au tout début, quand il a son idée, parce que c'est pas quelque chose qu'on apprend à petite école. Bizarrement, on ne nous enseigne pas à petite école. Si jamais un jour tu as une idée d'invention, voici ce qu'il va falloir que tu fasses, voici comment ça va fonctionner. Et donc, on prend vraiment l'inventeur un peu comme un enfant au téléphone. Quand il appelle pour lui, son invention, c'est la meilleure au monde, évidemment, sans ça, il n'appellerait pas. Et après ça, il la voit partout dans le monde. Alors, souvent, on va entendre l'inventeur dire, imaginez si quelqu'un achète 1% de la population à travers le monde achète mon invention, imaginez combien ça va rapporter. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Premièrement, on peut avoir la meilleure idée au monde, mais elle est peut-être déjà protégée par un brevet. Donc, il faut commencer par aller voir s'il y a déjà un brevet qui a été déposé sur une invention semblable. Ce que les gens ne savent pas, et souvent les gens vont me dire, oui, mais il y a peut-être un brevet au Japon, mais moi, je veux avoir un brevet au Canada. Non, ça ne marche pas comme ça non plus. Il y a un inventeur dans le monde, et il n'y en a pas deux. Donc, même si la personne a inventé ça au Japon, a protégé son invention avec un brevet au Japon, bien, même s'il n'a pas déposé au Canada ou aux États-Unis, il ne pourrait pas obtenir un brevet. Puis, autre chose que les gens ne savent pas aussi, c'est que des fois, c'est 2-3 brevets qui vont vous empêcher d'obtenir un brevet. Votre invention, dans les faits, elle est nouvelle, mais vous ne pourrez pas obtenir un brevet parce qu'ils vont dire, ce que vous avez fait, vous avez pris 2-3 technologies différentes, vous les avez mis ensemble, et on ne peut pas vous donner un brevet pour ça. Vous n'avez pas vraiment rien inventé de nouveau. Et pourtant, c'est faux, parce qu'on a inventé une structure nouvelle. Autre chose, souvent les gens vont penser que c'est le résultat que tu protèges. Ils ont une idée, ça va faire tel résultat. C'est pas ça, c'est la structure. Comment vous arrivez à faire quelque chose? Comment vous arrivez à ce résultat-là? C'est la structure de votre invention qui est brevetable. Sans ça, on n'aurait seulement qu'un moteur sur le marché. Ils ont tous un but identique, hein, c'est d'enlever un cheval en avant d'une charrette. Alors, donc, on a des moteurs à 4 temps, des moteurs à explosion, des moteurs rotatifs, tout ça. Donc, c'est la structure, et ça, c'est important. Et c'est là que, dans la structure, que l'examinateur de brevet, lorsqu'on demande un brevet, on demande un monopole, et dans le pays dans lequel on l'a déposé, et l'examinateur de brevet va tenter, parce que lui représente les inventeurs de partout dans le monde, et non seulement dans son pays, il va tenter de prouver que vous n'avez rien inventé de nouveau. Et souvent, ils vont faire de l'amalgame de différents brevets. C'est un processus à l'inverse. Vous n'êtes pas reconnu innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est l'inverse. Lui, il faut qu'il prouve que vous n'avez rien inventé, et nous, il faut démontrer que vous avez inventé quelque chose de nouveau. Donc, il va nous apporter ces objections qu'on appelle les objections au monopole, qu'on demande. Et nous, il faut argumenter, il faut lui prouver qu'il n'a pas raison. Et c'est le premier qui baisse les bras, finalement, qui gagne, et le brevet va être octroyé sur la partie de l'invention qui est nouvelle, qui est considérée comme étant une innovation, une nouveauté. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas toute l'invention qui est protégée. Moi, si j'invente un nouveau pédalier qui fait 0,15 km/h d'un coup de pédale, j'ai inventé un nouveau pédalier. Pourtant, mon brevet va démontrer un vélo avec des roues, avec un siège et des poignées. Bon, on comprend que je n'ai pas inventé ces parties-là, mais on va se concentrer dans le pédalier et on va aller voir comment je réussis à faire ça. Et c'est ça qui va être protégé, c'est la structure du pédalier. Et ce que vous définissez là, c'est la propriété intellectuelle. Exactement. À partir du moment où le brevet est accordé, alors personne ne peut copier l'invention identique. Quand on dit identique, c'est qu'ils ne peuvent pas utiliser la partie qui a été
breveter. Par contre, ils peuvent utiliser toutes les autres parties et réussir à le faire d'une façon différente. Moi, j'ai inventé un système pour faire clignoter les feux rouges avec des pannes électriques. Et mon système, à la base, n'était pas brevetable, jusqu'à ce qu'on trouve une façon différente de détecter la panne de courant. Parce qu'il faut comprendre que le système est installé dans les têtes de feu de circulation qui sont tout petites. Donc, on ne pouvait pas se servir, par exemple, d'un système qu'on va trouver dans les restaurants, une espèce de boîte avec deux lumières, il y a une panne électrique, ça allume. Donc, il fallait, à ce moment-là, trouver une autre façon de détecter la panne. Et c'est cette partie-là qui est brevetée. Et à partir du moment que cette partie-là est brevetée, quelqu'un qui veut reproduire le même système va devoir trouver, lui, une autre façon de détecter la panne s'il veut être capable de commercialiser le produit sans demander mon autorisation. Je disais au départ que c'est un parcours du combattant. Disons que tout aille bien, là. La recherche va prendre combien de temps et le brevet transitoire avant le brevet permanent, ça peut prendre à peu près combien de temps? Donc, bon, on parle d'un processus en délai régulier, du moins à Inventarium. Le délai régulier d'environ 3 semaines par étape, de 3 à 5 semaines par étape. C'est rapide, c'est quand même long, mais il faut comprendre qu'il y a plusieurs dossiers à traiter. Mais on peut aller rapidement, puis en dedans de 30 jours. Quelqu'un, là, par exemple, qui aurait présenté son invention à une compagnie sans penser à la protéger avant. Il y a des gens qui ne pensent pas y attendre, ils veulent voir, bon, est-ce qu'il y a de l'intérêt? Et la compagnie dit, écoutez, nous, on est très intéressés à votre invention. Là, la personne réalise, et la compagnie va demander, avez-vous un rapport de recherche de fait? Avez-vous un brevet provisoire ou un brevet officiel? Donc, si la personne dit non, mais j'ai pas ça, à ce moment-là, il va se revirer de bord, il va se dépêcher, il va dire, écoutez, moi, ça presse, j'ai présenté ça à une compagnie, j'ai peur de me faire voler mon idée, hein, qui est la peur un peu viscérale de l'inventeur. C'est la peur viscérale de tout inventeur. Oui, c'est ça. Je dirais que c'est un peu, je vais comparer ça avec un enfant, par exemple. Une femme va avoir un bébé, quelqu'un part avec le bébé, elle va le chercher toute sa vie. Donc, c'est un petit peu comme ça. Moi, j'ai vécu ça en 1989. Quand j'ai écrit mon premier livre, là, juste avant d'écrire mon premier livre, une compagnie qui a pris une de mes inventions, puis tout ça, bon, évidemment, j'avais mes torts un peu là-dedans. J'aurais dû prendre un brevet provisoire. J'ai plutôt retardé pour être certain que j'avais une invention qui pouvait être intéressante. Et à ce moment, j'ai vécu ça et c'était très difficile. Ça fait mal. Oui, c'est ça. Bizarrement, je m'en suis sorti, parce que j'appelle ça m'en sortir de ce cauchemar-là que j'appelle, c'est que j'ai écrit un livre. Bizarrement, j'avais aucune idée qu'un jour j'écrirais un livre, là. Mais j'ai écrit un livre et ça m'a libéré, si on veut. Après, j'ai accepté la situation. Daniel Paquette, je disais que c'était un parcours du combattant. C'est un parcours du combattant pour les gens qui entourent l'inventeur aussi. La famille, les conjoints-conjointes. C'est très difficile pour l'entourage parce qu'on devient des passionnés. Et je me demande si ce n'est pas un peu pareil pour tous les gens qui sont passionnés dans un domaine. Mais particulièrement dans le domaine de l'invention, on est porté à en parler continuellement. Si je pense juste à cette période-là où je m'étais fait un peu chipper mon invention, c'était devenu, là, j'en parlais à tout le monde. Et j'ai senti que les gens commençaient à s'éloigner aussi. Donc, à ce moment-là, c'est là que j'ai dit, il faut que j'arrête d'en parler. Mais quand on arrête de parler de quelque chose, hein, ça nous reste en dedans un peu, on est porté à s'isoler un peu aussi. Donc le livre m'a libéré, mais tous les inventeurs vivent ça avec leur invention parce qu'ils en parlent beaucoup. Et là, les gens, à un moment donné, ils disent, moi, je suis tanné de rencontrer un ami, par exemple, parce qu'il passe son temps à me parler de son invention. C'est la seule affaire qu'il parle de son invention. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui amène à éloigner un peu les gens alentours qui n'ont pas la même passion. Hein? C'est bien beau, une invention, mais c'est pas la fin du monde. Là. Des produits, il y en a partout. Là. Est-ce qu'on est inventeur ici? Est-ce que le téléphone sonne souvent chez vous? J'ai une idée, j'aimerais la faire breveter. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un peu comme... je ne dirais pas un entonnoir, mais plutôt un s'asseoir, je pense que c'est le bon mot. Il y en a beaucoup. Et là, bien, il y en a quelques-uns qui vont tomber à la première étape parce qu'on évalue l'invention de la première étape. On ne veut pas que les gens dépensent de l'argent inutilement sur quelque chose qui ne fait pas de bon sens ou qui peut être dangereux, par exemple, quelque chose comme ça. Mais là, il y en a qui vont tomber là, un certain pourcentage. À la deuxième étape, la recherche de brevet, beaucoup vont tomber là parce que là, on parle d'environ 20 seulement qui ont un rapport positif, qui peuvent continuer. Les autres, on leur dit, votre invention n'est pas brevetable. Bon, quelquefois, elle n'est pas brevetable, mais elle peut être commercialisable. Si on prend l'exemple des patins à roues alignées qui ont été sortis par Rollerblade en 1990,
Ces patins-là, ils ont fait un succès mondial, mais ils n'ont pas été brevetés parce que le premier brevet de patin à roue alignée en 1903, de mémoire. Alors donc, ils ne pouvaient pas avoir un brevet, mais ça a fait quand même un succès. Donc, on évalue à la deuxième étape, là, on va pouvoir dire à l'inventeur, tes chances d'obtenir un brevet sont très faibles ou sont nulles. Par contre, ça se peut que ton produit soit brevetable, commercialisable. Donc, on va aller vérifier ça dans les brevets, voir les autres brevets qui pourraient l'empêcher d'obtenir son brevet à lui. Est-ce que ces brevets-là sont passés date? Est-ce qu'ils ont été abandonnés par l'inventeur? Est-ce que les taxes ont été payées? On va vérifier ça. Et là, on va dire à l'inventeur son résultat. Mais vraiment, là, il y a 20 seulement des inventeurs vont se rendre à la troisième étape qu'on va leur suggérer, le brevet provisoire, qui, lui, est une protection. En fait, c'est pas un brevet comme tel. On appelle ça un brevet, mais en fait, c'est une date de priorité. Donc, ce qu'on déclare, c'est quoi notre invention? On décrit ce qu'on connaît de notre invention au moment où ça se passe. Et on a un an après pour la développer, la commercialiser même, ou la vendre. Hein? Parce que pas tout le monde qui veut commercialiser un produit. En soi, c'est un travail à temps plein. Donc, on veut la céder à une entreprise pour des redevances. Donc, à ce moment-là, on peut en parler de son invention en sécurité parce qu'on a une date de priorité, mais éventuellement, il va falloir déposer un brevet officiel dans les pays dans lesquels on veut que le produit soit commercialisé, ou du moins dans lesquels on veut négocier avec une compagnie qui potentiellement pourrait mettre le produit sur le marché. Quand on parle d'invention majeure, de grandes structures, je pense, par exemple, Hydro-Québec avait développé le moteur roue. Là. Mais ça a été développé au sein de l'entreprise. Mais je pense à l'inventeur qui développe quelque chose qui demande l'apport d'entreprise pour le développement, la recherche, développement, la commercialisation et tout. Le brevet peut vivre combien de temps avant de devenir domaine public? Il devient du domaine public. On parle du brevet officiel, mais le brevet provisoire ne sera jamais publicisé. Donc, si vous l'abandonnez, vous n'utilisez pas la date de priorité, il va disparaître. Le brevet officiel, il vient public 18 mois après son dépôt. En fait, c'est la demande de brevet qui devient disponible et non pas le brevet lui-même. Donc, après ça, les gens peuvent aller sur Internet et ils vont voir, en faisant le numéro de publication, ils vont pouvoir voir le brevet comme tel, ils vont avoir l'information. Mais entre le moment où le dépôt du brevet se fait et la commercialisation du produit, il peut facilement passer 2 ans, 3 ans. Cela dit, par contre, une personne qui dit « cette idée-là est à moi, je veux qu'elle reste à moi », est-ce qu'elle a des annuités à payer pour conserver son droit et elle peut le conserver combien de temps? Bonne question, oui, effectivement. Au Canada, on va prendre le Canada puis les États-Unis, qui sont les deux pays les plus convoités, là. Donc, Canada, c'est à partir de la deuxième année de la demande, donc date d'anniversaire du dépôt de la demande, les gens, à chaque année, il faut payer des taxes. Donc, la première année, les trois premières années, c'est 50 $, ça va tomber à 100 $, 125 $, 225 $. On paye pendant les 20 années. C'est 20 ans. 20 ans de la durée de vie du brevet. Aux États-Unis, on commence à payer seulement si le brevet est accordé 3 ans plus tard. Et là, le montant est un petit peu plus élevé. On parle d'environ 300 $. Mais après ça, on paye 7 ans, puis après ça, 11 ans. On arrête à 11 ans, on ne va pas plus loin au niveau des paiements des taxes. On n'a plus d'autres choses à payer après. Mais le brevet appartient-il encore à l'inventeur? Oui, effectivement. Le brevet, tant et aussi longtemps que l'inventeur ne cède pas les droits à une entreprise ou à des investisseurs potentiels. Là. Donc, le brevet demeure à lui. Un brevet est toujours à l'inventeur, finalement. Hein? Il sera toujours reconnu comme l'inventeur du produit, mais le brevet peut être cédé. Le brevet, c'est une propriété intellectuelle. Hein? C'est comme une maison, vous pouvez le vendre. Donc, vous pouvez le céder. Certaines entreprises vont préférer obtenir les droits d'exploitation du brevet. Donc, vous demeurez propriétaire de votre brevet, vous cédez les droits d'exploitation, souvent de façon exclusive, et la compagnie vous paye des redevances sur chaque unité vendue. Daniel Paquette, qu'est-ce qui fait qu'après tant d'années comme ça, vous êtes encore passionné, vous êtes encore épris d'aider l'inventeur? C'est difficile à expliquer. Pour moi, en fait, c'est que Inventarium, c'est l'œuvre de ma vie. Est-ce qu'on peut appeler ça une œuvre? Là? Si je regarde ce que j'ai passé comme autant d'obstacles de bons moments,
tout ça mis ensemble m'ont amené à créer Inventarium. Puis je pense que c'était ça qui était ma mission de vie, finalement, de mettre en place une structure pour permettre aux inventeurs indépendants d'obtenir une propriété intellectuelle à un coût qui est plus à la portée de sa bourse. Parce que moi, en 1984, entre 84 et 87, ça m'a coûté 21 000 pour mes brevets. Et imaginez que dans ce temps-là, le salaire n'était pas le même. Donc, j'ai travaillé 3 emplois à un moment donné pour être capable de payer des brevets. Et imaginez, 3 emplois et seulement pour payer des brevets et non pas pour commercialiser le produit. Donc, je trouvais ça totalement anormal. Et en 1989, j'ai rencontré un agent de brevet par hasard dans une exposition et qui, lui, à force de parler avec, je me suis rendu compte, hey, il y a peut-être une porte de sortie, il y a peut-être une possibilité de créer un concept pour les inventeurs indépendants et qui n'auront pas à payer les mêmes coûts que des grosses compagnies. Et c'est comme ça, tranquillement, l'idée a germé de fil en aiguille. Mais j'étais policier aussi, donc en étant policier, je ne pouvais pas consacrer toute mon énergie à mettre en place la structure. Mais en 1998, j'ai été à Paris, j'ai été exposer mon livre, j'ai été faire quelques conférences au Salon des inventions de Paris. Et là, je me suis rendu compte, c'est incroyable, des inventeurs, là, il y en a partout dans le monde, ils ont tous les mêmes problèmes, ils ont toutes la même façon de penser, tout ça. Donc, je me suis dit, il y a une place pour ça. Donc, en 1998, quand je suis revenu, je commençais à écrire mon projet Inventarium. Et en 2001, le lendemain du jour de ma retraite, avec mon épouse Jeanne aussi, qui a pris sa retraite en même temps, on a créé Inventarium. Donc, et là, on a eu la chance de mettre en place, si on veut, la structure telle que je l'avais en tête. En 2003, évidemment, comme notre concept était unique, personne ne faisait ça, à ma connaissance, dans le monde, de la façon que nous, on le fait. Donc, en 2003, le Bureau des brevets canadiens, l'OPIC qu'on appelle, m'a invité, justement avec Jeanne, mon épouse, d'aller les rencontrer parce qu'ils disaient, on ne comprend pas ce que vous faites dans le domaine. On n'a jamais vu ça. On veut en savoir plus. Donc, on s'est rendu là-bas et on a eu 5 personnes de la direction qui nous ont bombardé de questions pendant à peu près... Parce que c'est important, on parle de propriété intellectuelle. Oui. Donc, pendant au moins 2 heures, on a répondu aux questions. Et le commentaire que j'ai aimé le plus, c'est que la directrice des communications a dit, « Monsieur Paquette, on en vient à la conclusion qu'Inventarium devrait avoir un bureau dans chaque province du Canada. » Et ça, c'était ma plus belle récompense. Et ça, c'est une belle façon de conclure cet entretien. Daniel Paquette, président de Inventarium, merci beaucoup d'être venu ici à Radio-Canada International. Ça a été un grand plaisir de vous rencontrer. Merci.